Merci infiniment pour tous ces grands mots que tu as d'éloge à mon égard et j'espère être à la hauteur. Alors, quand même, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à tout un chacun une bonne et heureuse année 2021 en espérant que ce ne soit pas le copier-coller de 2020 et également, comme dirait notre ami le chat, vous transmettre tous les meilleurs vœux pour 2021. Un grand remerciement également aux organisateurs, à mon ami Afsi Lotfi, et pour leur engagement et surtout pour tout ce qu'ils font au niveau de la kinésithérapie pour l'Algérie. Et c'est avec un grand plaisir que je vais vous parler ce soir d'épaule. J'ai toujours été passionné depuis ma première année de kinésithérapie par l'épaule, par cette articulation qui est très compliquée, qui a quand même joue un grand rôle dans la vie de tous les jours, puisque c'est au départ, quand on était des grimpeurs, c'est elle qui nous permettait de grimper dans les arbres. Et ce qu'on va essayer de voir ce soir, c'est de se comprendre comment une boule comme ça, qui est la tête humérale, maintenue en place sur quelque chose, un petit plateau très plat finalement, en plus accroché dans le vide, maintenu par des ligaments et un bourrelet, comment tout ceci tient en place. Et si ce n'est pas trop en place, on aura affaire à des problèmes d'épaule, des problèmes de conflit, des problèmes d'instabilité, et la prise en charge ne sera pas toujours facile. Il faut avoir toujours à l'esprit, quand on s'occupe d'épaule, que l'épaule est au service de la main. Et pour avoir une épaule une main qui fonctionne bien, qui va se diriger dans tous les plans de l'espace, il vous faut une épaule stable. Et c'est à partir de là que le coude vous servira de baguette de réglage pour la distance de la main. Grâce à la pronosupination, vous orientez la main et finalement, la finalité, c'est d'avoir la main qui sera quand même l'organe principal pour faire un certain nombre de choses. Et cette épaule va avoir deux impératifs contradictoires complets, c'est-à-dire à la fois être stable, mais également être dynamique. Et là, vous avez un rapport de rayon de courbure entre la tête humérale et la glène, qui est un rapport de 3/1. Ce qui fait que lors des mouvements, vous aurez associé toujours des glissements et des rattrapages de cette tête par rapport à la glène. Et ça sera quand même assez compliqué finalement dans la finalité de la rééducation et surtout, par exemple, lors de mise de prothèses d'épaule où les contraintes subies par la glène lors des mouvements va augmenter l'usure au niveau là. Alors, on a coutume de dire que l'épaule est un complexe. Et bien souvent, je pense que c'est nous qui avons des complexes par rapport à cette organisation au niveau de l'épaule. Comme l'a dit tout à l'heure M. Hafsi, l'épaule est composée de plusieurs articulations. Et vous savez très bien, aussi bien que moi, qu'il y a 3 articulations reines qui vont avoir des vraies articulations. Et dans ces articulations reines, je pense qu'il faut ne pas négliger, peut-être accorder énormément d'importance à l'articulation sterno-costoclaviculaire, la sternoclaviculaire, qui est une vraie articulation avec un ménisque, ligament. Et cette articulation est la seule qui vous réunit le membre supérieur au tronc. Tout le reste, c'est des espaces de glissement, c'est des muscles. Et la moindre raideur de cette articulation sternoclaviculaire va se répercuter au niveau de la dynamique de l'omoplate. Lors d'élévation, abaissement ou antéposition, rétroposition de l'omoplate, c'est la sternoclaviculaire qui va jouer un grand rôle dans l'orientation des différents espaces. Donc vraiment, dans la rééducation, on n'aura pas l'occasion d'en parler ce soir, mais c'est vraiment une des articulations capitales sur laquelle il faut travailler, réfléchir. Vous aurez un muscle moteur qui sera le sternocléidomastoïdien, qui va unir l'épaule à la tête. Vous aurez également même ici un muscle qu'on en parle peu, qui est le sous-clavier. Et également ici, ne pas oublier que là-dessus va passer le muscle homoïoïdien, qui va partir de l'ostioïde pour venir se terminer ici sur l'omoplate. Donc, on a une région assez intéressante sur le plan tant de la sémiologie que sur la prise en charge. Également se souvenir que au-delà de ces os, de ces muscles, de ces os, pardon, ces ligaments, vous aurez quand même énormément de muscles là-dessus et tout un complexe neurologique sur lequel il faudra examiner et regarder l'importance. L'épaule, ce sera 19 muscles pour la faire fonctionner, 25 couples de rotation. Donc, vous voyez, s'il suffit qu'il y ait un déséquilibre
d'un muscle, de deux muscles, et en fait, vous aurez des problèmes liés au niveau de l'épaule. J'ai dit tout à l'heure que l'épaule était accrochée à la tête par le sternocléidomastoïdien, mais également au rachis cervical par différents muscles, l'élévateur de la scapula, au thorax par exemple par les rhomboïdes, devant par les pectoraux, et même ce grand dorsal qui va venir jusqu'au bassin, et vous voyez qui va orienter tout le membre supérieur en rapport avec le bassin. Donc ne pas oublier l'épaule, le disait le professeur Mansat, c'est un muscle. Également, dans cette épaule, ne pas oublier que vous avez ici tout le plexus brachial et tout le paquet vasculo-nerveux qui va passer ici au niveau des scalènes, venir passer sous la côte et pouvoir entraîner quand même un certain nombre de problèmes tant au niveau de l'épaule qu'au niveau du membre supérieur et de la main. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Juste, je reviens peut-être au niveau neurologique. Quand vous êtes ici sur la face postérieure de l'omoplate, ne pas oublier cette double innervation que vont avoir les rotateurs externes, puisque l'infraépineux va être innervé par ce nerf ici suprascapulaire qui est souvent comprimé ici par ce ligament au niveau des chancrures, et le petit rôle, le teres minor, lui qui aura une autre innervation, vous voyez, qui va venir ici par le nerf axillaire, et cette double innervation est quelque chose d'intéressant pour nous dans la rééducation, puisqu'on pourra avoir des suppléances au niveau des rotateurs externes. Cette image aussi est très riche en enseignements. Par exemple, ici, vous pouvez avoir l'organisation extraordinaire du petit rond qui va venir s'attacher ici en arrière du trochitère, du tubercule majeur, et le grand rond est devant qui va venir s'attacher juste ici en avant de la gouttière bicipitale. Donc, vous voyez, vous aurez cette tête humérale qui va être orientée à partir de l'omoplate, soit en rotation externe, soit en rotation interne, de par ces deux muscles qui vont jouer un couple très intéressant de stabilisation. Et cette image est également très intéressante, c'est de voir ici la longue portion du triceps qui va venir s'attacher sur le pôle inférieur de la glène et qui va être, lorsque vous êtes en train de grimper ou le bras en élévation, abaisseur et recentreur de la tête humérale ou de la glène par rapport à la tête humérale. Et ça sera un muscle important, capital, dans la prise en charge des conflits. Vous voyez, apprendre l'anatomie, c'est comprendre d'abord à quoi sert chaque structure, chaque fonction, et analyser, dans le cas de la pathologie, pourquoi c'est comme ça, et quand j'ai compris, je peux mieux appréhender ma rééducation. Se souvenir, comme j'ai dit j'ai oublié aussi les plans de glissement, et surtout la bourse sous-acromiale, et certainement, quand on a mal à l'épaule, et surtout quand l'épaule fait mal la nuit, c'est la bourse sous-acromiale qui fait mal. Ce n'est pas le supraépineux, ce n'est pas l'épinoïde, ce n'est pas le ligament. On sait depuis quelques moments intéressants que la bourse sous-acromiale est riche en capteurs inflammatoires, et vous avez très bien vu que les gens, lorsqu'ils dorment la nuit sur leur épaule, ils ont mal. Parfois, sous forme de boutade, je leur demande de changer de côté dans le lit avec leur épouse, et en diminuant comme ça les pressions sur l'épaule, ils ont moins mal. Ça, j'ai vu une étude aussi publiée par les Norvégiens qui conseillait aux gens qui avaient ces douleurs nocturnes de l'épaule de changer simplement de côté dans le lit, et ceci pouvait les améliorer. Alors là, quelques considérations petites anatomiques, mais vous avez aussi, ne pas oublier que vous êtes d'abord des grimpeurs. L'épaule sert à porter des commissions, n'est pas faite pour qu'on s'appuie dessus. Lorsque vous appuyez sur l'épaule, vous allez entraîner ici un conflit entre la tête, le tubercule majeur, l'acromion, et vous allez comprimer la bourse acromiale. Donc voilà, là c'est plutôt penser l'épaule en traction. Mais l'épaule va servir aussi comme gymnaste en chaîne fermée avec des contraintes relativement importantes, et l'épaule supporte beaucoup de contraintes. Et ne pas oublier que dans certains sports, comme ici par exemple les lanceurs de javelot ou bien les pitchers au baseball, on est obligé d'avoir des hyper rotations externes en abduction pour augmenter l'accélération. Et là, on voit très bien la souffrance de tout l'appareil antérieur capsulo-ligamentaire de l'épaule. Il doit jouer un rôle de frein antérieur important. Donc, lorsque vous pensez épaule, pensez anatomie, mais comprenez comment fonctionne l'anatomie. Et là, on pourrait passer 2 heures au moins à parler de cette anatomie. Ensuite, au niveau du diagnostic, lorsqu'on fait un diagnostic, au niveau des problèmes d'épaule, c'est pas tout. La Société de rhumatologie avait décrit
plus de 140 tests cliniques pour l'épaule. Donc, vous voyez, s'il y en a 140, c'est qu'il n'y en a aucun qui est sensible, spécifique à 100%. Donc, il y a un certain nombre de tests qui avaient été décrits, que ce soit NIR, Hawkins ou Coombe, et vous voyez que tous ne sont pas sensibles et spécifiques à 100%. Donc là, c'est pas facile déjà, lorsqu'on a une épaule pour un conflit ou instable, d'avoir un diagnostic précis. Surtout qu'ici, lorsque vous voyez la coiffe des rotateurs, vous voyez que tous les muscles forment une nappe musculaire aponeurotique, et lorsqu'on tire sur un des maillons, automatiquement, vous allez avoir une compensation, une composante qui va se faire avec les autres muscles. Donc là, un certain nombre de tests sont décrits pour ces différents muscles, mais comme aujourd'hui, le thème est plutôt le conflit, on va plutôt s'intéresser au supraépineux. Et quand même plus connu pour le supraépineux, la manœuvre de Job, et vous voyez que sa sensibilité et spécificité n'est pas très bonne, ce qu'on appelle empty count test. Actuellement, on préfère plutôt utiliser le test où la main est en supination, et si on regarde ce qu'on appelle le full count test, on voit que la sensibilité et la spécificité sont un peu meilleures, mais surtout un peu moins douloureux que la manœuvre de Job, parce que la manœuvre de Job, vous avez une rotation interne, et la rotation interne a coincé l'infraépineux. Contre le supraépineux, contre le tubercule majeur. Et des études montrent que lorsque vous faites par exemple un test de Job, vous allez activer 13 muscles pour pouvoir obtenir finalement ce maintien du bras à l'horizontale lorsque vous êtes en train de pousser dessus. Donc, ouais, celui qui dit « Ah, je teste que le supraépineux », mais vous voyez qu'il se trompe vraiment beaucoup. Ce qu'il faut tenir compte aussi avec vos patients dans les cas de conflit, c'est comment ils ont été fabriqués. On avait l'habitude de parler de la classification de Bigliani par rapport à l'acromion. Donc, si vous aviez un acromion plat ou court ou plutôt crochu, vous aviez des risques supérieurs avec l'acromion crochu d'augmenter le conflit entre le supraépineux et l'acromion. C'est un peu moins d'actualité maintenant parce que les gens se sont aperçus qu'il y avait des acromions crochus et qu'ils n'avaient pas obligatoirement ou systématiquement des problèmes de conflit. Par contre, ce qui est plus à la mode maintenant et ce qui est davantage étudié par les radiologues et les orthopédistes, c'est la couverture de l'acromion. Ici, vous avez ce qu'on appelle le critical shoulder angle, on peut mesurer l'angle qui est formé ici par la glène et la couverture ici de l'acromion. On peut, comme on le ferait au niveau de la hanche pour l'acétabulum avec sa couverture, où ça peut entraîner des conflits de hanche. Là, les radiologues, les études montrent que si vous avez un angle qui est supérieur à 37 degrés, vous aurez une augmentation du risque de rupture de la coiffe. Par contre, si l'angle est inférieur à 30 degrés, vous aurez plutôt des épaules qui vont être centrées et ça va vous augmenter les risques d'arthrose. Ce qui fait que les acromoplasties vont être réservées peut-être que dans un certain nombre de cas où la couverture de l'acromion serait peut-être un peu trop importante. Voilà, ça c'était quelques considérations anatomiques et si vous êtes fabriqué comme ça ou si vous avez l'acromion comme ceci, eh bien, vous faites un procès à vos parents parce qu'ils vous ont mal fabriqué et finalement, ce n'est pas le thérapeute qui pourra faire grand-chose, sauf le chirurgien éventuellement. Ensuite, lorsqu'on parle d'instabilité, dans l'instabilité, il y a quand même plusieurs instabilités. On peut parler de luxation, subluxation, instabilité, laxité. Là, ça va être des facteurs entre la tête humérale, la glène et le système capsulo-ligamentaire qui vont être déficients ou qui vont être insuffisants. Et surtout, rappelez-vous que des ligaments de l'épaule, on les a surtout devant et en dessous, mais qu'il n'y a pas de ligament postérieur dans l'épaule. Les ligaments postérieurs, c'est la capsule. Et la capsule postérieure est très très solide. Et lorsqu'elle se rétracte, elle va avoir tendance à vous antérioriser la tête. Et si vous ne faites pas des techniques d'étirement de la capsule postérieure, votre tête sera toujours antérieure et pourra augmenter l'instabilité ou augmenter les risques de conflit. Donc, si vous voulez centrer la tête, il faudra tenir compte de la capsule postérieure. Si vous parlez d'instabilité, il faut déjà l'évaluer. Est-ce qu'elle est antérieure? Est-ce qu'elle est postérieure? Est-ce que le patient présente également une hyperlaxité inférieure, antérieure? Donc là, c'est vraiment l'examen clinique qui va être intéressant. Donc, je ne reviens pas sur les tests d'instabilité comme celui de l'appréhension, comme ceci. On va amener le bras en hyperrotation externe et puis avec un doigt, vous poussez la tête en avant et le patient, il vous regarde de travers ou vous enlève la main.
Vous avez un autre test qui s'appelle le test relocation test, qui avait été aussi décrit par Job. Je ne sais pas si la vidéo va marcher. Voilà. Ici, dans ce relocation test, vous voyez comment vous mettez, vous poussez avec la main sur la tête humérale et vous mettez en hyper-rotation externe. Tout le temps, là, poussant vers l'arrière. Et lorsque vous relâchez votre main, la tête a tendance à revenir vers l'avant. Et là, le patient présente une certaine peur parce que la tête revient vers l'avant. Et là, ça lui crée une certaine instabilité. Donc ça, c'est le test de relocation décrit par Job. Il y a aussi des instabilités postérieures. C'est beaucoup plus rare, mais cherchez-la. Et pour la chercher, vous mettez votre main sous l'omoplate, vous poussez dans l'axe de l'humérus, vous faites simplement des mouvements d'adduction, abduction à l'horizontaux de l'humérus, et vous allez ressentir des cloc-cloc sous votre main. Et si vous avez un cloc-cloc, là, vous risquez d'avoir, vous retrouverez des instabilités postérieures. Mais ce n'est pas le thème de la journée. Il faut rechercher également chez vos patients comme ça des signes laxité. Et quand je tire sur l'humérus, ça fait un petit trou comme ceci. Ça s'appelle le signe du sulcus. Voilà. Ça, c'est à chercher systématiquement sur les épaules, vous voyez. On tire sur le coude et vous voyez que là, il y a un trou qui se place en avant de l'acromion et ça signe une hyperlaxité de l'épaule. Si vous faites à vos patients une radioscopie, vous voyez sur cette image ici de droite, vous voyez la tête humérale qui va descendre de la glène et lorsque vous relâchez, elle vient se repositionner la glène. Ça, c'est des hyperlaxités constitutionnelles. Là aussi, nous, on a peu de choses à proposer en dehors d'une rééducation musculaire importante. Là, vous voyez, la patiente ici est capable de faire toute seule son hyperlaxité inférieure. Vous pouvez la regarder aussi, l'hyperactivité inférieure, c'est un test qui a été décrit par Gagé. Vous mettez votre main sur l'épaule et puis vous allez pousser comme ça vers le bas. Si l'abduction dépasse les 105 degrés, vous trouvez sur quelqu'un qui a comme ça une hyperlaxité inférieure. Voilà, et ça, si vous regardez ici, vous avez le ligament gléno-huméral inférieur, vous voyez, c'est une sorte de hamac qui va tenir la tête humérale et puis la glène. Vous voyez, c'est vraiment une sorte de coussin. Là, on voit très bien ici sur ce cas. Le test d'hyperabduction de Gagé. On amène le bras en abduction, puis vous voyez que là, normalement, on ne devrait pas dépasser 100 degrés dans la glène humérale. Ça, c'est quelqu'un qui est hyperlaxe, et cet hyperlaxe pourra avoir davantage d'instabilité au niveau de l'épaule. Voilà, ça, c'était un de mes jeunes patients, il y a très longtemps. Il avait regardé L'arme fatale de Gibson et il s'amusait à faire ceci chaque fois devant les filles au lycée. Alors, le traitement, ça a été peut-être la musculation, mais ça a été de lui faire une thérapie un peu comportementale pour qu'il arrête de s'amuser à faire ressauter comme ça sa tête humérale au niveau de la glène. Vous voyez que là, hop, on voit ce petit ressaut inférieur qui était désagréable. On peut regarder aussi des laxités antérieures. Voilà, ici, par exemple, Jacques Rodino les teste en faisant pencher en avant. Et puis, on recrée une sorte de tiroir antérieur et postérieur au niveau de la tête humérale. Ça vous signe des hyperlaxités inférieures. Donc, c'est tout ça, il faut le rechercher chez vos patients par la rééducation. En plus de ça, il faut toujours, comme toujours, avant toute prise en charge, faire un examen, toujours bien examiner le rachis cervical et surtout le rachis thoracique. Parce que lorsque vous avez une limitation de rotation des vertèbres thoraciques, lors de l'élévation antérieure, vous aurez une limitation d'élévation. Le patient ne dépassera jamais 160 degrés de flexion antérieure de l'épaule. Donc, recherchez bien ces mobilités au niveau thoracique. Ne pas oublier de faire un testing neurologique, aussi c'est relativement important, et d'examiner tout le bourrelet, la capsule. Il faut être un peu comme Colombo, là, il faut passer tous les éléments en revue, rechercher les indices qui vont vous orienter vers ce que pourrait éventuellement présenter votre patient. L'examen, là aussi, il y a l'examen du défilé thoracique pour voir si le patient n'a pas de problème ici de passage de l'artère entre la clavicule et la première côte. Donc vraiment, soyez très attentifs dans votre examen. Et j'ai eu quelques cas dans ma carrière où des patients ont été adressés pour des problèmes de périarthrite d'épaule. Et en fait, c'était un problème de pancosobiase, de tumeur de l'apex du poumon.
l'épaule peut être le siège de douleur référée qui peut venir du cœur, qui peut venir du foie, etc. Donc, passez tout en revue, examiner avant de dire « Oh, c'est un simple conflit de coiffe ou c'est un problème d'instabilité ». Certaines douleurs projetées, vous connaissez certainement les dérangements intervertébraux de Meigne qui vous donnent comme ça des syndromes synergiques, etc. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le diagnostic, mais simplement vous dire qu'on ne cherche souvent en médecine que ce que l'on connaît. Et si on ne connaît pas quelque chose, on n'ira pas le chercher. On avait décrit, à partir de toutes les évaluations avec mon ami Érivier et Chatrenet aux entretiens de Bichet, il y a déjà presque une vingtaine d'années, un modèle d'approche thérapeutique de l'épaule où l'examen palpatoire était quelque chose d'important, de savoir tout évaluer au niveau de l'épaule. Et ce n'est qu'après qu'on peut prendre en charge les patients. Et l'éducation aussi du patient est un rôle clé dans la prise en charge. Un autre point clé dans votre prise en charge, c'est l'omoplate. Pourquoi l'omoplate est importante? Parce que c'est comme la rotule au niveau du genou. Si l'omoplate est mal positionnée, vous allez avoir ce qu'on appelle les dyskinésies et ce que les anglo-saxons appellent la sick scapula. S pour mal position la scapula, I pour parce que l'angle inférieur de l'omoplate va faire une saillie, C parce que la coracoïde qui est là devant va entraîner des douleurs parce qu'elle est mal positionnée. Et je vous rappelle que la coracoïde est, au point de vue anatomie, l'élément clé de l'épaule, de l'épaule. Pourquoi? Parce qu'elle a 3 ligaments qui l'attachent. Vous avez le ligament qui part de la coracoïde sur la clavicule, vous avez le ligament qui part de la coracoïde sur l'acromion, et surtout la coracoïde sur l'humérus, avec ce fameux ligament coraco-huméral, qui est le facteur limitant important de la rotation externe. Et depuis là, vous avez ensuite 3 muscles qui attachent. Vous avez le petit pectoral qui va venir ici au niveau de la 3e, 4e et 5e côte. Vous allez avoir le coracobrachial qui va aller sur l'humérus, mais surtout le court biceps qui va aller se terminer avec le long biceps sur la tubérosité bicipitale du radius. Donc, vous voyez, cette coracoïde est vraiment un point clé dans l'orientation en permanence de cette omoplate. Et lorsque cette omoplate ne fonctionne pas bien, vous voyez que là, les études elles montrent quoi? Vous aurez à peu près 70% de lésions de la coque des rotateurs. Vous aurez à peu près 94 lésions du labrum et 100% d'instabilité gluménale. Donc, vous voyez, ça se retrouve également, par contre, jusqu'à à peu près un sujet sain sur 2 peuvent avoir ces problèmes de scapula. Mais vous voyez que l'instabilité, le rôle important de l'orientation de cette omoplate. Alors là, vous pouvez voir, on en a plusieurs types, 1, 2, 3, bon, ce n'est pas le thème de ce soir, mais vous voyez qu'il faut évaluer, là aussi, il faut mesurer la distance entre l'omoplate et les épines. Il faut voir comment se comporte l'omoplate lors de l'élévation, tester comment se passe l'omoplate lorsque vous la coincez. Et si vous êtes couché sur le dos, une bonne mesure ici entre la partie postérieure de l'acromion et le sol va vous indiquer le raccourcissement du petit pectoral et qui sera un des éléments favorisant cette bascule de l'omoplate. Également, regardez le déficit de rotation interne du patient. Quand vous mesurez dans cette position le déficit de rotation interne, ceci vous indique qu'il y a certainement un problème de dyskinésie, surtout si vous avez une augmentation de la rotation latérale, toujours comparativement à l'autre côté. Donc, vous voyez, ce déficit de rotation interne est un facteur également assez intéressant par rapport à ces choses. Et vous avez un score qu'on appelle le score de Morgan, que vous pouvez retrouver si vous mettez dyskinésie l'omoplate. Et là, vous allez retrouver un article qui a été publié par des amis de Genève sur tout ce qu'on peut faire et comment on diagnostique la dyskinésie. Vous l'avez gratuitement en téléchargement. Si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un petit mail, je vous l'enverrai volontiers. Puis là, vous voyez, on peut faire des scores de Morgan qui peuvent vous dire est-ce que votre sujet a oui ou non est favorable à la dyskinésie de l'omoplate. Autre élément capital aussi en prise en charge des épaules, c'est de voir que l'épaule n'est qu'un maillon de la chaîne. Et surtout, l'épaule est quand même, vous voyez, est beaucoup utilisée dans le domaine du lancer. Et tout va partir de la stabilisation au niveau des pieds. Ensuite, vous allez avoir le rôle du tronc, de l'épaule, du coude et du poignet. Et ce n'est que si cette chaîne fonctionne bien, avec une épaule bien stable, bien fonctionnelle, que vous aurez un élément important qui sera réalisé au niveau de la main.
Ici, je vais vous montrer deux exemples de deux tennisman suisses bien connus. À gauche, vous avez Federer et à droite, vous avez Sandronik. Regardez Federer lorsqu'il va faire son service, regardez combien il plie les jambes, la poussée va partir énormément au niveau des pieds, vous voyez qu'il va décoller de presque 1 mètre, alors que de l'autre côté, vous avez Wawrinka qui va utiliser autrement la force, il utilise beaucoup plus de force au niveau du tronc, et vous voyez que lui, au niveau des jambes, la poussée va se faire aussi avec flexion des genoux, pointe de pied, mais il va rechercher beaucoup plus de force dans le dos. Et il va souffrir, lui, plus facilement, il a eu souffert plus facilement de problèmes de dos que Federer. Vous voyez, on voit très bien que les jambes, le pied chez ces tennisman jouent un rôle capital. Et je ne sais pas si vous avez remarqué l'épaule du tennisman, si on revient juste peut-être sur Federer en fin de mouvement, l'épaule en haut est en hyper-rotation externe, puis vous voyez qu'elle finit toujours en rotation interne. Et en rotation interne, c'est comme ça que l'épaule se retrouve en conflit. Vous voyez, regardez voir, la fin du geste du tennisman se fait en adduction, rotation interne, et ça étire l'infraépineux. Et en étirant l'infraépineux, ça entraîne également des lésions du nerf suprascapulaire. Bon. Là, simplement, sur cette image, vous montrez que la tête humérale est vraiment contrôlée un peu partout par les muscles. Et les muscles jouent vraiment ce rôle capital. Je crois que j'ai la vidéo derrière qui est encore en continu. C'est bon, elle s'est arrêtée. Voilà. Donc les muscles, et si un de ces muscles est déficitaire, eh bien, vous aurez automatiquement la tête qui va s'estomper en avant ou en arrière. Lorsqu'on mesure, je crois que la vidéo, lorsqu'on mesure en isocinétique la force des rotateurs externes et internes de l'épaule, ce qu'on peut voir, c'est que 53% de la force des rotateurs est induite ici par le subscapulaire. Donc, vous voyez, à lui tout seul, le subscapulaire a pratiquement 50% de la force de la courbe des rotateurs. Donc, son déficit va entraîner un décentrage important de la tête. 14%, c'est pour le supraépineux, et 22% de la coiffe des rotateurs, la force, sont pour l'infraépineux et petit rond. Donc, vous voyez que la coiffe des rotateurs, c'est surtout le sous-scapulaire qui va contrôler ici la stabilité de la tête entre ces deux groupes musculaires. J'ai eu le plaisir et la chance de pouvoir évaluer l'équipe suisse de tennis dans les années 2000, et vous reconnaissez peut-être ici Roger Federer, que j'avais testé au niveau des épaules, il était plus jeune, il avait les cheveux un peu grisonnants, un peu avec un peu périturburés, un peu blanchis. Pardon. Et là, on avait pu remarquer chez les tennisman ce rapport. Et ça, c'est la base de la rééducation entre le conflit et l'instabilité. Ce qu'on avait remarqué, c'est que tous les tennisman ou les gens qui avaient des problèmes d'épaule, ils avaient dans le conflit les rotateurs internes en concentrique qui étaient toujours trop forts par rapport aux rotateurs externes excentriques. Vous voyez, il y avait une valeur qui était toujours supérieure à 0,95. Et on a fait un programme de rééducation spécifique pour ces sportifs, et on s'est aperçu qu'à ce moment-là, en excentrique, que ça avait rétabli les ratios, et les sportifs, enfin les tennisman, ont eu beaucoup moins de problèmes de conflit d'épaule. Et un deuxième ratio a été trouvé chez les gens qui avaient plutôt des épaules instables, c'est que les rotateurs internes en excentrique étaient moins forts que les rotateurs externes en concentrique. Et là, il faut faire un programme spécifique des rotateurs internes en excentrique. Donc, vous voyez que là, si vous avez affaire à des gens qui ont des conflits, favorisez le travail des rotateurs internes excentriques. Si vous avez plutôt des épaules instables, favorisez les rotateurs internes en excentrique. Je m'excuse juste, je vais aller arrêter. J'ai la vidéo cette vidéo en arrière-plan qui fonctionne toujours, on va l'arrêter. Voilà, super. Ah, on va arrêter et on va arrêter. Voilà. Voilà. Et avec un programme spécifique de renforcement musculaire excentrique pour les conflits, excentrique pour l'instabilité, on a pu diminuer de façon significative les problèmes d'épaule chez les tennisman. Alors, pour la pratique, ce qui est intéressant, c'est que faire attention que les exercices et les tests
ça va recruter beaucoup de muscles à la fois. On ne peut pas les isoler. Et surtout, faire attention que les muscles à coiffe des rotateurs, c'est surtout pour travailler au niveau de la glène. Eux vont avoir une action sur la glène. Par contre, les muscles scapulaires, eux, c'est plutôt travailler la scapula. Et un des muscles clés de la scapula, ce sera le serratus antérieur. C'est pratiquement le quadriceps de l'épaule si on compare l'omoplate à une rotule. Faites attention aussi au biceps. Le biceps, dans sa longue portion, va venir en conflit ici avec le ligament gléno-huméral supérieur. Et là, vous voyez, ça va faire comme ça des frottements. Et ceci pourra vous entraîner pas mal de problèmes dans l'épaule lorsqu'il y a des conflits avec une ascension également de la tête. Et si la gorge où passe le long biceps n'est pas assez profonde, vous allez avoir soit des subluxations, soit parfois des lésions qui vont se faire. Et vous savez que certains chirurgiens, on les a surnommés les biceps killers, parce que lorsqu'ils font une arthroscopie d'épaule, coupent systématiquement le tendon, soit ils en font une ténotomie simple, soit ils en font une ténodèse. Ça, c'est souvent laissé à appréciation du chirurgien. Et là, vous aurez besoin d'un équilibre entre biceps et triceps, et souvent, malheureusement, le biceps est trop fort, et ce biceps va entraîner la tête vers l'avant. Donc, il faudra travailler la longue portion du triceps. Voilà. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais vous pourrez vous amuser à remplir ces deux cas. Ici, vous avez le premier cas, un patient de 25 ans qui joue au tennis et qui a comme diagnostic conflit de coiffe. Le deuxième, 25 ans aussi, tennisman, qui a plutôt une instabilité antérieure de l'épaule. Quelles sont les techniques que vous pourrez utiliser comme traitement? On va s'occuper de 5 paramètres, la douleur, la mobilité, le muscle, la fonction. Et après, donner quelques conseils. Donc, là, par exemple, ici, si je devais préconiser le traitement ciblé par rapport au tennisman qui a un conflit, ce cas-là, est plutôt instabilité ici. S'il a mal, moi, je préconise pour les gens qui ont des conflits de faire un tape, qu'on verra juste après, pour abaisser la tête humérale. Par contre, si c'est plutôt une instabilité antérieure, on va faire un tape qui va limiter l'abduction et l'antérorisation de la tête. Si vous avez un conflit, il va falloir mobiliser la tête, recentrer la tête par les thérapies manuelles. Par contre, dans le cas de l'instabilité, il va falloir plutôt diminuer la mobilité, essayer plutôt d'enraidir un peu l'épaule et non pas d'augmenter la mobilité de l'épaule. Si vous, au niveau musculaire, pour le cas de conflit, plutôt travailler les rotateurs externes excentriques et en cas d'instabilité, les rotateurs internes excentriques. Et là, vous ferez des progressions dans les programmes. Et là, pour le conflit, le longé triceps, le grand dentelé et surtout les fixateurs des omoplates. Et là, je pense aux muscles rhomboïdes. Ici, vous travaillerez plutôt dans le cas de travail de grimpé, de traction, beaucoup de proprioception en chaîne ouverte. Par contre, dans l'instabilité, favoriser le travail des pompes, des pectoraux, favoriser la proprioception, mais plutôt cette fois-ci en chaîne fermée. Dans le cas du conflit, il faut assouplir, donner l'ergonomie. Par contre, dans les problèmes d'instabilité, ne faites pas de stretching, surtout des rotateurs internes, parce que vous voulez qu'ils soient beaucoup plus solides, beaucoup plus forts. Vous voyez ici, vous aurez un tableau, lorsqu'on va prendre la présentation, vous pouvez retrouver ces différents points. Sur la douleur est quelque chose qu'il faut combattre dès le départ. Et l'épaule, elle fait très souvent très mal, et il faut trouver un modèle de traitement assez intéressant. Parce que dès que la personne a mal, la douleur va se mettre au niveau du cerveau. Et surtout dans le cas de l'instabilité, les gens ils auront une appréhension. Une équipe de Genève a travaillé sur l'avatar de sujet en enregistrant par des IRM ce qui se passait lorsqu'on montrait à un patient son image avec quelqu'un qui faisait le geste qui déclenchait la douleur. Ce que l'on voit, c'est qu'à ce moment-là, au niveau du cerveau, il va y avoir des zones qui vont s'allumer sans même que le patient ait fait le moindre mouvement, simplement en revisualisant son image. Et là, il faudrait maintenant plutôt s'orienter vers la thérapie virtuelle. Ça veut dire redonner une image mentale au niveau du mouvement, comme on le fait par exemple avec la thérapie en miroir. Mais là, ça peut être intéressant de refaire la reprogrammation de ce type au niveau du cerveau. On peut utiliser également tout ce qui va être kinésotaping, voilà du tape ici au niveau des épaules, vous voyez ici, ça c'est au niveau du tennis, ça c'est une de mes patientes qui est en équipe suisse de hockey sur glace et qui avait
luxation antérieure de l'épaule. Vous voyez, en lui mettant un petit tape, elle a retrouvé le sourire. Vous pouvez retrouver les avantages et inconvénients du kinésotaping, utiliser soit stimuler, soit relâcher certains muscles, abaisser la tête humérale. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Et là, il faut quand même apprendre la technique. Ça ne s'improvise pas. On ne met pas des bandes n'importe comment. C'est tout l'apprentissage, toute une formation. Des études assez intéressantes, récentes, montrent l'intérêt d'utiliser les tapes au niveau de l'omoplate ou au niveau de l'épaule. Et ces tapes ont des effets proprioceptifs assez intéressants. Vous voyez ici, ça c'est si vous prenez un exemple sur un petit chat, si on lui met une bande de scotch, de tape sur le dos du chat, la réponse motrice du chat, c'est de ramper. Donc l'information qu'il a reçue au niveau cutané, c'est que si au niveau de ses poils, s'il se met bien sur ses pattes, ça va tirer sur ses poils et puis il aura des douleurs. Voilà, par exemple ici, si vous lui mettez le tape sur le bord, vous voyez que le chat marche sur le côté. Donc, vous voyez qu'on peut changer l'information motrice, un effet proprioceptif par l'intermédiaire de ces bandes. J'avais fait, je crois, 2 ou 3 articles sur genoux et proprioception, et on avait pu montrer que le fait de mettre un tape ou une genouillère améliore de façon significative la proprioception au niveau des genoux. Chez vos patients aussi, il faut toujours essayer de retrouver une amplitude articulaire maximale. Si l'épaule est enraidie, s'il manque la mobilité, on parle surtout dans les conflits, automatiquement, vous aurez une augmentation des contraintes au niveau de l'épaule. Ne pas oublier aussi de mobiliser la thoracique, parce que si la thoracique est raide, vous aurez aussi une compensation qui va se faire sur la partie antérieure de l'épaule. Ici, vous oubliez étirement du petit pectoral. Ici, ça c'est une technique qui permet d'étirer aussi la partie postérieure. Moi, quand je fais ça, je vais demander aussi au patient de venir vers l'avant, comme ça, il va étirer la capsule postérieure. Donc ça, j'enseigne à mes patients qui ont des problèmes de conflit avec une tête antérieure, de travailler comme ceci la rotation interne et également de venir vers l'avant. Donc, vous voyez que des mouvements simples vous permettent de gagner pas mal de choses. Ensuite, il y a une technique manuelle, faites celle que vous savez le mieux. Si vous savez faire du Cyriax, faites du Cyriax, mais ce n'est pas finalement la technique, mais c'est celui qui tient l'outil, c'est le thérapeute qui est important. Vous voyez, c'est qu'il ait de l'expérience dans les techniques qu'il fait. Alors, on peut obtenir des glissements de tête, etc. Ici, par exemple, dans le conflit, on va éviter et apprendre des glissements inférieurs à la tête pour diminuer le conflit entre le tubercule majeur et la chronie. Sur le renforcement musculaire, on a vu tout à l'heure qu'il fallait faire de l'excentrique concentrique en fonction du conflit et de la coiffe. Par contre, il faut évaluer aussi, soit vous avez des appareils isocinétiques, mais il a été décrit il n'y a pas très longtemps pour l'instabilité de faire des tests comme ça, dans ces positions sur un dynamomètre ou une balance. Vous voyez, il y a un Y, et puis vous allez mettre l'épaule dans différentes positions, puis vous lui demandez de pousser sur la plateforme de prise de force. Et vous verrez que les gens qui ont des instabilités ont des diminutions importantes de la force dans ces positions extrêmes. Ça, c'est par exemple utile pour les gens qui ont des problèmes de coiffe des rotateurs avec une insuffisance de l'infraépineux. Pour que l'exercice soit intéressant, il faut automatiquement mettre un coussin sous l'épaule pour pouvoir mettre le bras en abduction à 20 ou 30 degrés. Et ici, vous allez pouvoir travailler en concentrique, en excentrique, les rotateurs externes, l'infraépineux et petits ronds. Et il y a des études assez anciennes, 2012, qui montrent que ces exercices permettent d'avoir un effet sur la tête humérale et la recentrer. Bon, j'ai dit tout à l'heure l'importance sera excentrique. Et là, vous pouvez utiliser des outils qui ne sont pas très chers, c'est les TheraBand. Par exemple, ici, on peut travailler en chaîne fermée pour ce bras-ci. Vous voyez que là, on va utiliser un poids, mais on peut utiliser aussi un élastique qui va faire travailler du concentrique, mais après, en retirant, ça va faire de l'excentrique. Vous voyez que là, un autre exemple, ici, on va travailler une chaîne, ici, avec un point d'appui au niveau du pied. Ça pourra augmenter la mise en tension élastique et puis travailler, vous voyez ici, sur une élévation antérieure. Donc là, il n'y a pas de règle, c'est l'imagination du thérapeute. Juste faites attention quand vous travaillez le biceps. Si on travaille dans cette position ou si on travaille couché comme ceci, la tension exercée ou générée au niveau de la tête humérale sera différente.
Quand vous faites ceci, là, vous allez avoir une antériorisation de la tête. Vous aurez des augmentations des problèmes de conflit. Par contre, dans cette position-là, vous aurez beaucoup moins de tension sur la tête humérale. Vous voyez que la position aura une influence. Le serratus antérieur, là aussi, le travail de façon importante. Ça, c'est un des muscles clés. Donc, muscle qui va stabiliser ici la scapula. Donc, des idées, vous voyez, avec un ballon, un thérabandes de ballon. Vous voyez que le genou opposé tendu. C'est avec des gens qui montrent que ça augmente l'activité du serratus. Donc, vous voyez, il faut arriver à trouver des exercices spécifiques par rapport à ce que vous faites. Un Francis Thévenin a même inventé une machine comme ceci, qui en position assise, vous fait pousser et tirer. Vous êtes en position ici de moins de contraintes au niveau de l'épaule. Vous avez la tête humérale qui est bien en contact avec la gaine. Vous avez le contact maximal. Vous faites que simplement pousser et tirer. Il a pu montrer que ce travail-là diminue de façon significative les douleurs de conflit de coiffe. Ici, un travail plus spécifique des stabilisateurs. Donc, ça, c'est une nageuse qui avait une instabilité avec des douleurs de l'épaule. Et on lui a fait ici travailler, comme ceci, sur un ballon, des fixateurs qu'on peut coupler, comme ici, avec de l'exponiosimulation. Vous voyez, on peut mettre un appareil complexe et puis lui recréer ce qu'elle a l'habitude de faire en natation. Vous voyez, ici, voilà, là, on peut voir le face. Puis, vous voyez, ça recrée exactement le mouvement du nageur dans l'eau. Donc, ça lui fait une reprogrammation également au niveau de la nage. Ceci sera plutôt réservé pour les patients qui auront une instabilité de l'épaule, donc tout un travail en chaîne fermée. Vous voyez, on peut augmenter les contraintes, ça augmente les contraintes au niveau de l'épaule, donc ça fait travailler de façon importante le sous-scapulaire, l'édicule-scapulaire, qui est un muscle capital de l'épaule. Et mettre aussi votre épaule dans des programmes plus complets, de travail complet, vous voyez, avec des machines, etc. J'aime bien aussi utiliser la pliométrie de l'épaule, comme on le fait au niveau des membres inférieurs. Il suffit d'utiliser comme ceci un trampoline. La personne va lancer le ballon, elle va récupérer la balle dans différentes directions. Ça augmente ceci, la proprioception au niveau de l'épaule. Une étude qui avait été il y a déjà quelques années. Par contre, ce qui est important, c'est d'être patient ici, comme là, vous voyez, en salle d'attente, faire de la progression. Il ne faut pas passer les étapes, il faut aller progressivement, ne pas vouloir aller avec des charges trop importantes au départ qui pourraient redéclencher des douleurs. Jusqu'à la fin, là, c'est tout le corps qui va travailler, réintégrer toute l'épaule jusqu'à la reprise du travail. Ce n'est pas l'outil qui est important, c'est celui qui tient l'outil. Et bien aussi donner les conseils d'ergonomie à vos patients. Il faut que le matériel soit adapté. Si vous essayez de jouer avec la raquette de Federer, je peux vous assurer qu'au bout d'un quart d'heure, vous aurez tous mal à l'épaule. On avait décrit il y a déjà une vingtaine d'années ce qu'on appelle l'école de l'épaule, la revue suisse de traumatologie avec 2 rhumatologues avec qui je travaillais. On éduque les épaules comme on éduque les gens qui ont mal au dos. Il faut leur apprendre à diminuer les bras de levier, à leur éviter qu'ils travaillent dans des positions qui sont contraignantes pour l'épaule. Diminuer comme ça les gens qui vont appuyer sur son coude, c'est pas du tout bon. L'épaule n'est pas faite pour ça. Et le professeur Lederman de Genève dit si vous restez toujours avec les bras comme ceci en abduction, vous êtes pratiquement sûr et certain de vous coller des problèmes au niveau de l'épaule. Donc les gens qui auront des épaules qui sont courtes, qui sont toujours avec les bras un peu écartés comme ceci, augmentent les pressions ici au niveau de l'épaule. Vous voyez que c'est cette attitude comme ça, les bras 20 degrés d'abduction et risque de douleur de l'épaule. Vous pouvez retrouver des recommandations ici, comme ici dans le British Journal Sport Medicine, qui ont fait un algorithme de prise en charge de la rééducation de l'épaule, soit pour une épaule qui est un peu raide, soit pour une épaule qui a un problème musculaire. Et là, vous avez des composantes qui vont vous dire plutôt étirer le muscle, c'est un problème musculaire, plutôt faire du travail capsule ligamentaire, c'est un problème de mobilité, etc. Donc là, vous avez des choses que vous savez tous faire encore mieux que moi. Important, c'est que le thérapeute soit un bon coach, qui donne des bonnes idées et qu'il arrive à motiver son patient. Et c'est que la carotte qui fait avancer, si on veut là, on dit, mais il faut trouver des exercices qu'il va pouvoir faire régulièrement. Et c'est que la régularité, comme quand on se brosse les dents, qu'on peut obtenir des résultats relativement intéressants à la fin.
il y a toujours beaucoup d'interrogations avec ce que l'on a avec nos patients. Il faut souvent poser beaucoup de questions, se faire des réunions, discuter avec d'autres thérapeutes, discuter avec d'autres spécialistes. Il faut parfois, comme ici, vous voyez par exemple, arriver à contourner certains obstacles. Si vous avez une butée quelque part dans l'épaule, eh il faut essayer à contourner, il faut essayer de lever l'obstacle et il faut éviter de faire trop de surcharge. Si vous travaillez avec le bras devant vous à l'horizontale, rien que la longue, avec son bras de levier, le bras vous entraîne pratiquement une fois le poids du corps en contrainte sur la globale. Donc, vous voyez, il faudra faire attention à ne pas augmenter les surcharges dans la prise en charge. Beaucoup de choses relèvent de la théorie. La théorie, c'est quand on sait tout, mais rien ne marche. La pratique, c'est quand tout marche et on ne sait pas pourquoi. Ça, on le doit à Albert Einstein. Vous voyez Einstein, qui était quand même le père de la théorie, et vous verrez que souvent, c'est la pratique qui va vous apporter beaucoup, beaucoup plus de choses que ce que vous lirez dans la littérature. Ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui vous attire les ennuis. C'est ce que vous savez avec certitude et qui n'est tout simplement pas vrai. Vous voyez, on est sûr et certain, mais on est sûr que d'une chose dans la vie, c'est de mourir. Le plus grand ennemi de la vérité, ce ne sont pas les mensonges, mais les convictions. Alors, il y en a qui sont convaincus que cette technique, il n'y a que ça qui marche, comme actuellement, oh, je fais que dry needling. Non, non, il n'y a pas que ça. Si vous êtes convaincu, il n'y a pas que les convictions, ce n'est pas toujours la meilleure des choses. Et l'épaule aussi, vous voyez, si elle vous sert de ville de victoire, là, c'est une course de plus de 200 km. Il a levé les bras trop tôt, déséquilibré par ses épaules. Il croyait avoir course gagnée et finalement, il a perdu. Donc, vous voyez qu'il faut toujours se remettre en cause et que c'est toujours, tous les jours, une remise en cause par rapport aux résultats qu'on va avoir. Donc, il faudra évaluer. Donc, je vous remercie, j'approuve cette attention. Et pour mon ami, l'autre fille qui me demandait comment lui envoyer le chocolat, voilà, je vois le cerveau. Je suis toujours preneur. Voilà, le cerveau qui est le symbole de la montagne suisse et finalement qui a donné le nom au chocolat Toblerone. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert aux questions. Merci bien. Merci mon ami, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, l'autre fille. J'ai fait 52 minutes. Merci beaucoup mon ami. Merci pour le chocolat déjà. Voilà. Il y a une panoplie de questions. Oui. C'est pas toujours facile de faire un cours à son ordinateur. Hein. Exactement. On voit du monde, là on n'a pas de feedback, c'est pas toujours facile. Mais bon, j'espère que vous avez appris une autre chose. C'est les aléas du Covid, malheureusement. Monsieur Bouzy, une intervention avant les questions ou là, c'est bon? On va remercier notre ami Khalaf qui a été toujours à l'écoute et qui nous a jamais dit non. Avec ça, mon ami, merci beaucoup. C'était un référentiel très approfondi et parfait à la portée de tout le monde, avec beaucoup de notions très riches, très enthousiastes. On va le revoir plusieurs fois et pas une seule fois. Et je te remercie encore. Et Inch'Allah, on se reverra comme d'habitude, de vive voix. Et je te remercie encore. Et je te donne le mot de la fin après. Et maintenant, les questions sont ouvertes. On passe aux questions alors, sans plus attendre. Il y a une question qui dit est-ce qu'il y a une différence entre l'hyperélasticité et le risque d'instabilité? L'hyperélasticité tissulaire, peut-être. Hyperlaxité, oui, instabilité, oui. Parce que c'est des instabilités multidirectionnelles, surtout dans les hyperlaxités multidirectionnelles. Donc la tête n'est plus maintenue en place par le système capsulo-ligamentaire et il y a des risques lors des mouvements que l'effort musculaire entraîne comme ça une instabilité de l'épaule. Donc c'est dans ces laxités multidirectionnelles, c'est ce qu'on retrouve. Mais il faut l'évaluer par le plus. Ouais, il y a aussi une question de Ahmed Belaïdar. Les troubles métaboliques et infiltration intra-articulaire en amont de l'instabilité de l'épaule, est-ce que ça pourrait être un facteur de risque? C'est beaucoup plus médical, ça, que non, je ne crois pas que l'infiltration intra-articulaire entraîne l'instabilité, non, parce que ce n'est pas suffisant pour faire la dilatation de la capsule. On faisait, nous, dans les épaules gelées, dans les capsules rétractiles de l'épaule, on faisait des injections en grand volume d'eau pour distendre la capsule. Et voilà, ça permettait de distendre la capsule. Mais là, c'est des grands volumes. Pour essayer de la déplier. Ouais. Voilà.
Là, quelqu'un à qui on ferait une infiltration intra-articulaire, c'est des petites quantités. Donc, je ne pense pas que ça puisse avoir un effet délétère sur l'instabilité de l'épaule. Non, par ma connaissance, je n'ai pas eu de travaux. Une autre question très pertinente de Boukhalfa qui vous salue d'ailleurs. On n'a pas vu depuis un petit moment depuis les formations. Pour les épaules douloureuses, chez l'hémiplégique, est-ce qu'il y a une conduite à tenir plus spécifique? Oui, Parce alors, que c'est plus délicat. en général, l'épaule chez les hémiplégiques, c'est plutôt le syndrome épaule-main. La subluxation de la tête humérale va entraîner ce syndrome comme une algodystrophie au niveau de l'épaule, mais c'est une algodystrophie un peu particulière. Bon, maintenant on ne dit plus algodystrophie, hein. Syndrome douloureux régional complexe, je suis d'accord. Mais là, ce que nous, on a préconisé pendant un bon moment, c'est de faire un tape, quelque chose qui va recentrer la tête, couplé à l'électrostimulation. Et on a amélioré de façon significative les patients. Donc, l'épaule hémiplégique, c'est une autre entité. Ça doit rentrer dans les épaules, c'est un syndrome épaule-main. Et là, il faut remettre la tête en place, essayer de la recentrer pour que le muscle, après, éventuellement, dans un deuxième temps, joue son rôle de stabilisateur. Donc, il y a une autre question par rapport au kinésiotape on demande s'il y a moyen de parler un peu plus de kinésiotape par rapport à cette fameuse épaule, parce que apparemment les gens s'intéressent de plus en plus au kinesiotaping. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Voilà. Alors, finalement, le kinesiotaping, c'est finalement, on va remettre une deuxième peau sur notre peau. Et on sait que l'élément capital dans le corps humain, c'est la peau. Vous pouvez vivre sans les yeux, enfin sans vue, sans l'odorat, sans l'ouïe, sans tout ce que vous voulez, mais la peau est capitale. Et dès que vous donnez une information au niveau de la peau, c'est le cerveau qui va, ou l'articulation, qui va avoir l'information. Donc, si vous prenez par exemple un genou et que vous mesurez la proprioception en faisant, vous le mettez au bord de la table, vous l'asseyez, vous lui demandez de fermer les yeux, et puis vous amenez le genou, qui n'a pas de problème, à peu près 20 degrés de flexion, puis vous demandez au patient de mettre l'autre genou à la même hauteur. Vous verrez qu'il y a un décalage souvent de 10 degrés, 15 degrés entre les deux genoux. Vous lui mettez un tape sur le genou qui avait le problème, vous verrez que les deux genoux reviennent à la même place. Ce qui fait que le fait de donner à nouveau des informations au niveau cutané va réinformer sur la position de l'articulation, et ça a un effet comme ça sur les capteurs cutanés. Et je peux vous dire, c'est certainement de cette façon-là qu'on aide beaucoup nos sportifs et nos patients. Eh bien, je vais ressurgir sur ce fameux montage. Il m'a sauvé la vie lors de ce dernier tournoi qu'on a joué en Tunisie. Après une lésion méniscale, et je me souviens, j'avais fait cobaye par rapport à ce montage. Il m'a littéralement sauvé la vie par rapport au gain d'amplitude. Alors, il y a une autre question. Je pourrais envoyer par l'intermédiaire de mes amis là, deux articles que j'avais fait sur genoux et proprioception, mais à l'époque, on n'utilisait pas encore du kinesiotaping. Quel que soit, même les genouillères classiques, hein, le fait qu'il y ait une information auto-l'articulation, c'est proprioceptif, ça redonne de l'information cutanée. Parfait. Il y a une question assez pertinente. Comment peut-on obtenir l'équilibrage des forces musculaires de l'épaule devant l'hégémie des 7 rotateurs il y a déjà deux d'équilibre parce qu'on a beaucoup plus de rotateurs internes que de rotateurs externes. Que de rotateurs externes, exact. D'accord. Mais là, ce qu'on a besoin, c'est le ratio d'équilibre entre les deux. C'est ça qu'il faut, comme le quadriceps ischio-jambier. Le quadriceps est toujours beaucoup plus fort qu'ischio-jambier. Il y a un rapport qui existe à peu près de 0,5, enfin 2 fois plus fort le quadriceps. Donc, ce que l'on veut, c'est l'équilibre entre les deux. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est lorsque on a un déséquilibre. Si on prend le tennisman, il va faire un mouvement depuis le haut et il va accélérer dans le smash, il va accélérer les rotateurs internes à concentriques, ils vont être forts et courts. Et les freinateurs derrière vont être trop faibles. Et c'est le fait de se mettre comme ça en excentrique, et ça va tirer en plus sur le nerf, qui va entraîner ce problème de déséquilibre. Il faudra renforcer à nouveau les rotateurs externes excentriques. Et par contre, ce qu'on a besoin, c'est de l'équilibre. L'équilibre. Et si vous faites trop de bodybuilding et vous renforcez trop les muscles ici devant, vous aurez un déséquilibre. Donc, c'est l'équilibre. Et les valeurs, elles ont été bien publiées. Nous, on l'avait fait aussi au niveau de l'épaule sur ces ratios.
Il y a des ratios, l'équilibre quadriceps ischio-jambier. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que dans le conflit, vous aviez les rotateurs internes en concentrique qui étaient trop forts par rapport aux rotateurs externes excentriques. Oui. Par contre, dans l'instabilité, c'est les rotateurs externes derrière, en concentrique, qui vont tirer trop plus faibles. Par rapport aux freins de devant. Donc là, il faut qu'on travaille plus spécifiquement ces muscles-là. Donc, avec toute cette instabilité et tout, on revient vers le recentrage de l'épaule. Oui, mais là, il faudra aussi voir l'environnement de la tête. Parce que la tête, déjà, il faut rééquilibrer, puis… Parce que la tête elle peut être antérieure simplement par rétraction de la capsule postérieure. Si elle est en avant, la capsule postérieure elle est petite. Donc, on peut rendre ça ce qu'on veut. Si on n'a pas tiré la capsule postérieure, on ne pourrait pas retrouver la tête. Et les muscles qui ressentent la tête, c'est surtout quand même l'infraépineux et le petit rond sont des muscles qui ressentent la tête. Juste pour dire aussi, on peut en parler pendant assez longtemps, le rôle du deltoïde. Le deltoïde n'est pas ce muscle qu'on dit « oh, il monte la tête ». Non, le rôle du deltoïde, lorsque vous êtes à 50 degrés d'abduction, il a un rôle d'abaissement de la tête humérale. Puisqu'il va se contracter en se globalisant, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse la tête. Et ça, pour ceux qui connaissent le professeur Gagé à Paris, qui est un des grands spécialistes parisiens d'épaule, lui, il préconise à ses patients qui ont des problèmes d'épaule de faire toujours cet exercice qui va faire activer le deltoïde tout en abaissant la tête humérale. Et ça, je me souviens du professeur Mansat aussi à Toulouse, qui a fait dans les années 90, il expliquait le rôle dans plusieurs travaux de recentreur de la tête humérale par le deltoïde. C'est pas, vous savez, le deltoïde, c'est la deuxième coiffe. On a la première coiffe avec la coiffe des rotateurs qui va dans un sens, et le deltoïde va faire une deuxième coiffe dessus. Et ensemble, ils vont abaisser la tête humérale. Est-ce que vous pensez que le fabricant, il aurait un muscle aussi puissant pour abîmer toujours l'épaule? Je ne pense pas. Je pense que s'il a mis un muscle comme ça puissant qui va un peu partout, c'est qu'il va nous aider à monter et avoir… Sur plusieurs degrés. Sur plusieurs degrés. À partir de 50 degrés. Hein. Parce que c'est là qu'on a une bascule des centres instantanés de retard. Ah, monsieur Fahem, salut Mohamed. Il vous passe un petit coucou à travers une question. Ma question sur la récupération de l'épaule, l'angle utile, fonctionnel ou physiologique, le choix. Alors, si on doit choisir quelque chose, c'est plutôt fonctionnel à ce moment-là. Et le fonctionnel, c'est vraiment là où l'angle de travail. Mais si vous avez une raideur de l'épaule, quelle qu'elle soit, c'est comme si vous avez la roue d'un vélo qui bloque ou qui est un peu voilée. Chaque fois qu'elle est un peu voilée, elle va aller sur les patins. Et si elle va sur les patins, au bout d'un moment, elle va enflammer. Donc, récupérer le maximum de mobilité. Si la mobilité, vous ne l'avez pas, vous êtes bien embêté. Donc, moi, je suis pour le partisan d'une récupération totale de la mobilité le plus rapidement possible. Ça il y a une question de M. Aïd Wahyoun qui dit quel est le rôle, est-ce qu'il y a un rôle pour la récupération de l'extension du rachis cervical dans la récupération des amplitudes de l'épaule? Alors, moi, je serais plus d'avis qu'il faut travailler le thoracique. Bon, le rachis cervical, comme j'ai dit tout à l'heure, il joue un rôle important parce qu'il est… Mais dans le thoracique, ce que l'on sait, c'est lorsque vous montez le bras à la verticale, vous allez avoir une rotation des vertèbres postérieures. Il y a pratiquement jusqu'à 10 degrés de rotation. Donc, si vous avez une limitation de cette rotation des vertèbres du rachis thoracique, vous aurez une limitation de l'épaule. Vous en convaincre vous-même, si vous mettez en kyphose thoracique, vous essayez de lever le bras, vous n'y arrivez pas. Pour lever le bras, il faut effacer la kyphose thoracique. Donc, recherchez alors, il existe une technique de recherche, on peut le faire par ce qu'on appelle la technique des 2 pouces. On met les mains en appui sur les omoplates, les pouces se mettent de chaque côté des vertèbres thoraciques, à peu près à D6, et puis vous demandez à la personne de faire une élévation antérieure, au maximum de l'épaule. Et si vous n'avez pas d'abaissement, de rotation du pouce, c'est que vous avez la thoracique qui est bloquée. Exactement. Voilà. Un peu comme on le fait pour les sacroiliaques. Bon, la spécificité et de sensibilité, elle n'est pas maximale, mais avec tous mes patients en général, je fais une mobilisation des thoraciques lorsque je m'occupe des épaules, surtout une épaule raide. Parce qu'une épaule, quand vous l'évaluez en mobilité, il faut coucher le patient sur la table. Et il faut que l'épaule, elle touche le plan de la table. Le sol, le plan, oui.
Ouais, ouais. Et puis, vous regardez à ce moment-là si vous avez un arrêt mou, un arrêt dur. Et s'il a mal plutôt derrière, c'est un conflit. Si ça lui tire devant, c'est plutôt une Un rétraction. étirement, une Voilà. rétraction musculaire. Et des fois, faites-le aussi genou plié et genou tendu. Parce que si vous le faites genou plié, genou tendu, vous verrez si vous avez une différence, allez voir du côté du psoas ce qu'il en est. Ça peut être une Je crois que c'est rétraction. tout ce qui est plan facial aussi, tout ce qui est Ouais, facial. ouais. C'est pour ça qu'il faut tout examiner, vous voyez. Exact. On ne cherche que ce que l'on sait. On l'a toujours dit. Exactement. On revient à Monsieur Lazouli qui pose une très belle question parce qu'il y a différentes techniques. Des range of motion chez une épaule gelée. Compensée. Oui. Il y a le Maitland, le Mulligan, le CGE, il y a plusieurs techniques. Qui fait des glissements. Exactement. Ça, c'est important. Après, il y a des règles un peu dans non-douleur, comme maintenant, il y a 5 salles. Donc, si vous travaillez dans la salle non-douleur, il n'y a pas de problème. Ce que l'on sait, c'est que dans les épaules gelées, sans traitement, c'est 2 ans, et avec traitement, c'est 720 jours, en moyenne. Hein. Donc, vous avez compris que. Hein, donc, vous voyez que les épaules gelées, c'est. Moi, j'avais publié un article dans la revue, c'était quoi de suite, je ne sais plus laquelle, avec un rhumato, en 1986, sur diagnostic et traitement précoce de la capsule rétractile. C'est que lorsqu'on la prend de façon précoce, on peut éventuellement essayer de rompre un peu ce cercle douleur, mobilité. Par contre, si on le prend un peu tard, la raideur est inéluctable et il faut attendre presque 2 ans pour obtenir une récupération pratiquement intégrale. Ça va être délicat, exactement. Oui. Il y a une question de Oussama, je ne sais pas si vous vous en souvenez, notre président de fédération. Il pose une question assez pertinente par rapport à la glénohumérole. Après une lésion du bourrelet, est-ce qu'on peut faire quelque chose sans prise en charge chirurgicale? Alors, oui, on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est que le bourrelet, nous, on ne va pas pouvoir le refixer. Alors, il faut voir la gêne fonctionnelle qu'a le patient. Est-ce qu'il est gêné de façon importante ou peu gêné? Ce qu'on sait, c'est que le bourrelet, il va surtout faire mal lorsqu'on va être plutôt en abduction rotation externe. Donc, ce que l'on va faire, c'est faire comme si on voulait traiter une instabilité. Et là, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré la petite fille, enfin la fille que je me suis occupée qui fait du hockey sur glace, une hockeyeuse qui s'est fait comme ça une lésion du bourrelet. Bon, ce n'est pas une lésion complète, une lésion du bourrelet avec décollement du bourrelet avec un petit bancard et un traitement à base au départ de stabilisation par tape suivi d'un réentraînement musculaire. Elle refait du hockey, elle est en équipe maintenant suisse de hockey, elle joue en Suède actuellement. Elle n'est plus revenue se faire traiter pour son épaule. Mais elle fait attention. Chaque fois avant les trucs de hockey, elle s'étire, elle se renforce, elle chauffe bien l'épaule, etc. Mais je pense qu'on peut, mais après, là, c'est difficile de dire si c'est pas, est-ce que la personne va pas se faire opérer. Ouais. Mais il faut tout d'abord. Si elle va être opérée, qu'elle se fasse opérer déjà. Qu'elle se fasse opérer ou pas opérer, il faut qu'elle fasse d'abord de la rééducation, renforcement musculaire et travail de stabilisation de l'épaule. Tout ça, ce sera du bénéfice avant, après. Si le patient est suffisamment amélioré, après là aussi, il ne m'a pas dit si c'était l'épaule dominante ou non dominante. Ouais, ça joue exactement. Ça joue un rôle. Il n'a pas dit la profession ou le sport pratiqué. Ouais, je ne sais pas s'il joue aux cartes ou s'il lance le poids ou s'il joue au volleyball. Ce n'est pas pareil pour une épaule. Donc, vous voyez, là aussi, il faudra toujours la remettre dans le contexte social, institutionnel, par rapport aux besoins de la personne. Monsieur Kirkour, il y a une question technique. Votre expérience et conclusions concernant la viscosupplémentation dans les pathologies de l'épaule, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous, dans le service ou les services dans lesquels j'ai vu les gens n'en pratiquent pratiquement jamais. Par contre, actuellement, ce qui devient à la mode, c'est les PRP. On voit de plus en plus de nos médecins du sport, même de chirurgiens orthopédistes, qui utilisent des PRP, le traitement de la colle des rotateurs, et avec des... C'est encourageant, mais il n'y a pas encore vraiment... Enfin, je n'ai pas encore lu d'études en double aveugle suffisamment sûres qui vous disent « Ah, si on fait que ça, on traite les gens ». Mais ça peut être une alternative. Ces PRP, donc plaquettes riches en plasma, on prend votre sang, vous le mettez dans une centrifugeuse et on vous réinjecte ces plaquettes. Alors, j'ai notre ami chirurgien qui dit PRP, ça veut dire produit riche en placebo. Oui. Peut-être, mais en plasma aussi.
À qui c'est, hein? C'est quand même quelque chose de nature, c'est son propre son. Je pense qu'il y aura des indications de plus en plus dans ces prises en charge. Les PRP, il faudra y penser, c'est l'avenir. Je ne sais pas si vous en faites beaucoup en Algérie. En Algérie, Ça commence à se faire pour tout ce qui est la prise en charge sportive. Oui. Voilà, voilà. Merci pour encore une autre question. Je le remercie de m'avoir. On a dépassé le temps. Merci. Je voulais vous remercier, Monsieur Khalef, pour cette prestation, pour votre présence à chaque fois. Je laisse Monsieur Bouziane terminer. Monsieur Bouziane. C'est bon. Je laisse la parole à Khalef. Bon, pour dire le dernier mot. S'il y a encore des questions, je suis encore là, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis chez moi, je dors chez moi, donc il n'y a pas de problème. Hein. Si vous y tenez, il y a encore beaucoup de questions. Oui. Par rapport au concept global de l'épaule, qu'est-ce que vous en pensez? Cette question est assez répétée. Oui. Thierry Marc était un ami à moi que je connais. Thierry Marc, exactement. Ouais, moi, je connais très bien avec le CGE. C'est une approche. Hein. C'est un peu du Soyer. Soyer, c'était il y a. Mais Soyer, c'est ce qui nous a versé dans les années 80. Approche de Soyer. C'est un concept. Comme tout concept, ça a des avantages et des inconvénients. Il a une approche. Il a une technique, entre guillemets, Thierry est un ami assez simple, où on fait quand même bouger un peu la tête, on ressent. Dans toute technique, quelles que soient les méthodes, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas raisonner qu'avec une seule méthode. Il n'y a pas qu'une seule méthode, il n'y a pas qu'une seule clé qui vous permet de tout faire. Vous voyez, et je crois que c'est plus on approche, on a des approches, et plus on réfléchit, mieux c'est. Et revenez toujours à la base, c'est l'anatomie. L'anatomie compréhensible. Comprenez pourquoi c'est comme ça. Pourquoi vous avez le nez au-dessus de la bouche. Pourquoi vous avez des sourcils. Pourquoi les oreilles sont sur le côté. Chaque structure anatomique de l'épaule a une finalité. Et si vous allez comprendre la finalité, vous allez simplifier la technique et vous verrez que celui qui va progresser, c'est le patient. C'est lui qui a tous les carrément le temps même. Quand il va le bras en abduction, s'il a mal, c'est lui qui va arrêter, son cerveau qui va arrêter. Et si vous ne rassurez pas le cerveau, si vous ne lui permettez pas de comprendre que s'il va plus loin, il n'y a pas de danger, quelle que soit la technique que vous utilisez, ça ne sert à rien. Ce n'est pas l'outil qui est important, c'est celui qui tient l'outil. Mais exact. Si vous connaissez qu'une méthode, voilà, vous avez fait cette méthode-là, elle sera mieux que rien du tout, entre guillemets, vous voyez. J'espère avoir répondu pour CGE. Et salutations à Thierry Marc, si une fois il écoute. Moi, j'ai une question en direct pour vous par rapport à lorsqu'on a des rétractions, je sais pas, musculaires ou quoi que ce soit, par rapport au nerf qui passe au-dessus du six épineux et deux, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce sens pour libérer ce nerf? Est-ce qu'il faut faire de la neurodynamique ou des techniques Non, là, je pense que nous, on ne peut pas faire grand-chose parce que souvent, il y a un conflit comme le carpien. Donc, il y a un épaississement qui se fait au niveau du ligament. Heureusement, la chance que l'on a, c'est que le fabricant, il a mis 2 nerfs pour 2 muscles. 2 nerfs, oui, exactement. Donc, je peux vous montrer là des images de tennisman professionnels. Pratiquement tous les tennisman professionnels ont une atrophie de la fosse infraépineuse avec une hypertrophie du petit rond. Et il y a même des gens qui étaient classés dans les 10 meilleurs mondiaux à qui vous vous dites, mais c'est pas possible, il y a une fosse. J'ai toujours l'image lorsque vous l'avez présentée, je m'en souviens. Voilà. Donc, les gens, on peut compenser les rotateurs externes parce que le sus-épineux, on peut le renforcer. Puis après, ceux qui font de la rotation externe, il y a quand même les rhomboïdes quand même, qui jouent un rôle avec l'étoile postérieur, avec le trapèze postérieur. Ils amènent quand même toutes les poils en arrière. Donc, on arrive quand même à. Mais évaluer toujours dans ses épaules. L'infraépineux, peut-être, mais évaluer toujours la longue portion du triceps. Le long triceps est quelque chose qui est très, très important. Bon, je vous laisse lire. Hein. Ah, quelle est la formation que vous allez me proposer une fois celle que vous voulez. مرحبا بك في بلادك monsieur Khalef. مرحبا بك. De revenir un peu en Algérie, de retrouver un peu les amis, le soleil, la chaleur. Ah, exactement. La dernière fois, je vais venir à Alger, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai enregistré mes bagages et hop, on nous a dit grève vers Algérie, rentrez à la maison. Je m'étais inscrit pour la journée. Hein. Je m'étais inscrit, je vous attendais du PFR, mais bon. Et puis je suis arrivé à l'aéroport, les bagages étaient enregistrés. Je me dis, ça y est, on va pouvoir arriver à Alger. Et à l'aéroport de Bâle, j'ai fait demi-tour, je suis rentré à la maison.
Enfin, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, je n'ai pas vu l'avion, mais il n'y avait pas d'avion. Voilà. Malheureusement. Félicitations, Mustapha, et merci à lui aussi qui m'avait invité. Monsieur Bouzia. Oui, je ne sais pas, moi, je vais encore le remercier et rendez-vous, Inch'Allah, parce qu'il y a une grosse demande sur le KTP. Donc, moi, je pense que le premier rendez-vous, ça va être ça. Il y a énormément de demandes. On ne vous entend pas très bien, monsieur Bouzia. Apparemment, un petit souci d'internet. Il parle de kinésiothérapie. Ah bon. Je crois que c'est le kinésithérapeute qu'on dit. Voilà. Je pense qu'il y a une grosse demande. Tout le monde veut s'initier. C'est la grosse demande. Ouais. Donc, je pense que la première venue, moi, je vais dire pour ça. On va t'inviter, prends un agenda, moi, un note. On vous entend, très, très mal. Monsieur Bouzia, c'est très malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. J'ai un problème technique. C'est pas grave, c'est pas grave. Je crois que pour la prochaine formation, prépare-toi pour une, pour une formation sur le kinésio-technique le plus tôt possible. Il y a une grosse demande. Pas de problème, ça c'est pas un problème. Monsieur Khalaf, un dernier mot peut-être. On vous remercie déjà pour cela. J'espère que ce ne sera pas le dernier webinaire, que vous allez être encore une fois parmi nous. Donc, j'espère que ce que je vous ai apporté ce soir était assez intéressant. Comme toujours. Des éléments de réflexion, plus que de la réflexion, de une chose, et c'est qu'en analysant, en comprenant qu'on progresse. Moi, maintenant, ça fait depuis 40 ans que je suis dans le système. 40 ans, vous voyez, on accumule des connaissances. Et après, l'important, c'est de pouvoir faire des synthèses. C'est pour ça, quand je parlais tout à l'heure, je disais la théorie, c'est quand on sait tout, rien ne marche. La pratique, c'est quand tout marche, on ne sait pas pourquoi. Et c'est quand on est devant un cas. Et c'est là toute une expérience qui va ressurgir. Ah oui, il y a ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et c'est ça l'expérience. C'est d'avoir fait des erreurs. Eh bien, merci pour tout cela. Alors, au revoir, encore bonne année, bonne santé à tout le monde. Et puis, merci. Au plaisir. Alors, merci beaucoup. Au plaisir. Mes chers auditeurs, n'oubliez pas le rendez-vous. Mes chers amis internautes, n'oubliez pas le rendez-vous pour samedi prochain, qui sera le thème sur la thérapie manuelle et cervicale non spécifique, avec notre ami Salah Eddine Ben Ammar et notre intervenant qui sera pour cette fois du Maroc, Monsieur Younes Azmour. Ça sera pour samedi 16. Soyez au rendez-vous et merci encore une fois pour votre présence. À bientôt, Inch'Allah. Merci, Monsieur Bouzienne. Merci, Monsieur Kalkour. C'est toujours un plaisir. Bonne fin de soirée à tous. À bientôt. À bientôt.